J'étais l'oméga sacrifié, le pion silencieux dans un jeu de roi. Pendant 18 ans, ma vie n'avait été qu'une succession de têtes baissées et de murmures étouffés. Une existence dans l'ombre de ma propre meute, celle du ruisseau d'argent. Considérée comme faible, maudite, une anomalie sans loup intérieur pour me défendre, j'étais une honte pour mon père, notre alpha. C'est pourquoi, ce jour-là, je me tenais sur l'estrade glaciale de la grande salle du roi Lycan, Rorik. Vendu. Le prix de la... survie de notre meute affamée. Mon voile dissimulait mon visage, mais je sentais des centaines de regards prédateurs sur moi, me déshabillant de ma dignité. J'étais le tribut offert aux tyrans des territoires du Nord, un homme dont la cruauté était une légende. Le prêtre a posé la question fatidique, sa voix résonnant comme un marteau de juge. « Prenez-vous cet homme ?» Le silence s'est fait, lourd, oppressant. Mon cœur battait un rythme de panique pure contre mes côtes. Et puis, un seul mot. À peine un souffle a franchi mes lèvres et a fait trembler le royaume. Non. Ce simple mot a été une déflagration. Un frisson d'incrédulité a parcouru l'assemblée, suivi d'un grondement de fureur collective. Comment une oméga, une moins que rien, osait-elle rejeter publiquement le roi Lycan, le guerrier invincible dont le nom seul faisait plier des alphas? J'ai vu la rage déformer les traits de mon père, son regard promettant une punition que je ne survivrais pas à subir. Les seigneurs de... La cour de Rorik, qui quelques secondes plus tôt me lorgnait comme un morceau de viande, me fixait maintenant avec une haine pure. Ils ne voyaient plus un trophée, mais une insulte vivante à leur souverain. Dans cet instant de défi absolu, j'ai compris que je venais de signer mon arrêt de mort. Mais pour la première fois de ma vie, ce choix m'appartenait. Je n'étais plus une victime passive menée à l'abattoir. J'étais une rebelle, même si ma rébellion ne devait durer que quelques secondes. Avant que la lame d'un garde ne trouve ma gorge. C'était la seule liberté que je pouvais m'offrir. Sans réfléchir, j'ai relevé les pans de ma robe de mariée et j'ai couru. Mon instinct de survie a pris le dessus, me propulsant loin de l'autel, loin de ce destin que je refusais. Les pierres froides du sol brûlaient la plante de mes pieds nus, mais la douleur était insignifiante comparée à la terreur qui me donnait des ailes. Les cris et les ordres fusaient derrière moi, un chaos de métal et de... grognements enragés. Je ne me suis pas retourné. Je savais ce que je verrais. La fureur, la trahison, la promesse d'une chasse impitoyable. Mon unique objectif était la grande porte en bois massif, une silhouette sombre promettant l'extérieur, l'air glacial de la forêt, une chance infime de disparaître. Je n'avais aucun plan, aucune destination. Fuir une prison pour une autre, peut-être, mais au moins, la forêt ne me jugerait pas pour ma faiblesse. Elle me tuerait sans haine, simplement parce que c'est sa nature. C'était une perspective presque réconfortante. J'étais presque arrivé. Mes doigts effleuraient le bois rugueux de la porte quand un mur de chaleur et de puissance s'est abattu sur moi. Une main immense, dure comme l'acier, s'est refermée sur mon bras, stoppant ma course nette. Le choc a failli me briser les os. C'était lui, le roi Rorik. Je n'avais même pas eu besoin de me retourner. Son odeur m'a submergé, un mélange enivrant et terrifiant d'orage, de pain et de sang. Fraîchement versé. C'était l'odeur du pouvoir absolu. Il m'a tiré en arrière, mon corps heurtant le sien, si dur qu'il semblait sculpté dans la pierre. Il s'est penché, son souffle chaud balayant la peau sensible de mon oreille, faisant frissonner chaque nerf de mon corps.
Sa voix était un grondement bas, vibrant de fureur contenue, une promesse qui était à la fois une malédiction et une prophétie. « Fuis si tu veux, petit Oméga », a-t-il murmuré, chaque mot étant une caresse mortelle. Mais, souviens-toi, chaque homme qui posera les yeux sur toi aujourd'hui mourra. Profitant de la stupeur générale, j'ai réussi à me dégager de son emprise et à me glisser par la porte. Ma fuite m'a mené dans la forêt interdite, un territoire ancien et hanté que même les guerriers du roi craignaient. Le froid m'a saisi instantanément, la neige mordant ma peau à travers le tissu fin de ma robe. J'étais devenu une renégate, une proie pour tous, chassé par la meute que j'avais essayé de sauver, et, maintenant par le roi que j'avais défié. Chaque craquement de branches, chaque hurlement de loup au loin me faisait sursauter. La solitude était totale, le désespoir un poids écrasant dans ma poitrine. J'avais échangé une cage dorée contre une tombe de glace. Alors que la nuit tombait, drapant la forêt d'ombres menaçantes, j'ai réalisé la pleine mesure de ma folie. J'allais mourir ici, seul, gelé, dévoré par les bêtes sauvages. C'était donc ça, le prix de la liberté. Un goût amer de cendre et de neige. C'est alors qu'ils m'ont trouvé. Pas les gardes du roi, mais 3 silhouettes sombres qui se déplaçaient avec une agilité silencieuse et mortelle. Des assassins. Leurs yeux brillaient dans la pénombre, dénués de toute pitié. Ils m'ont encerclé, me coupant toute retraite. Leur chef, un homme au visage balafré et au sourire cruel, s'est approché. « L'Oméga en fuite », a-t-il ricané, son haleine fétide flottant dans l'air glacial. Lord Bastien envoie ses salutations. Il a dit que le roi te serait reconnaissant de lui avoir épargné la peine de te tuer lui-même après ton insulte. Mon sang s'est glacé. Bastien, le duc qui avait arrangé le mariage. J'étais un pion depuis le début, destiné à être sacrifié d'une manière ou d'une autre. Le chef a levé sa dague, la lumière de la lune dansant sur l'acier. Regarde-moi bien dans les yeux quand tu mourras, petite chose. Je veux voir la lumière s'éteindre. Contre toute logique, je n'ai pas détourné le regard. Une force étrange. Une colère froide et ancienne a surgi des profondeurs de mon être. J'ai fixé le chef des assassins droit dans les yeux. Et à cet instant, quelque chose d'impossible s'est produit. Ses yeux se sont écarquillés de terreur pure. Il a porté les mains à sa gorge comme s'il s'étouffait. Un gargouillement horrible s'échappant de ses lèvres. Une fumée noire, immatérielle, a semblé s'échapper de sa bouche et de ses yeux. Il s'est effondré au sol, son corps se convulsant avant de devenir une coquille. Vide et desséché, l'horreur m'a paralysé. J'ai regardé, impuissante, les 2 autres assassins, qui m'avaient fixé eux aussi, subir le même sort atroce. Ils se sont écroulés en silence, leurs âmes apparemment consumées. Qu'est-ce que j'étais? Un monstre? Une sorcière? La malédiction dont tout le monde parlait était-elle réelle? La panique m'a submergé, plus intense encore que la peur de la mort. C'est là, au milieu des corps sans vie, que le roi Rorik a émergé des ombres, seul. Il ne semblait pas en colère. Il n'y avait aucune trace de la fureur de l'autel. Ses yeux, d'un or intense et liquide, étaient fixés sur moi avec une émotion que je n'arrivais pas à déchiffrer. C'était presque de la compréhension. Il s'est approché lentement, ses pas étouffés par la neige. L'aura de puissance qui émanait de lui était si dense qu'elle en était suffocante. Son odeur, ce mélange d'orage et de forêt, m'a enveloppé, et au lieu de la peur, j'ai ressenti une étrange, une impossible,
Sensation de sécurité. Il s'est arrêté à quelques pas de moi, son regard balayant les cadavres avant de revenir se poser sur mon visage. Sa voix, quand il a parlé, était basse et rauque, portant une vérité qui a fait basculer mon monde. « Maintenant, tu comprends » a-t-il dit. « Je ne te menaçais pas. Je t'avertissais. » Comment une oméga sans loup, considérée comme une malédiction, et le roi alpha le plus sanguinaire de l'histoire, pouvaient-ils être faits l'un pour l'autre? Et pourquoi le destin a-t-il attendu ce jour de sang et de trahison pour nous unir? Avant que je ne vous raconte comment ce jugement impromptu dans la forêt et l'odeur d'orage et de pain ont changé mon destin à jamais. N'oubliez pas de commenter ici de quelle meute vous m'écoutez et de vous abonner à la chaîne. J'adore savoir qui est de mon côté. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le moment où ils ont découvert qui j'étais réellement. Ces mots flottaient dans l'air glacial entre nous, lourds de sens et pourtant complètement insaisissables. Avertissement? Il m'avait prévenu de quoi? De ce pouvoir terrifiant qui venait de jaillir de moi et de consumer 3 hommes? J'ai reculé d'un pas, mon corps tremblant non plus seulement de froid, mais d'une horreur profonde et viscérale. J'étais une abomination. La malédiction que l'on chuchotait dans mon dos depuis mon enfance était donc réelle. Mes yeux, qui n'avaient jamais su affronter le regard de quiconque, étaient devenus des armes. Le roi Rorik. Ne bougeait pas, me fixant avec une intensité qui semblait percer mon âme. Je m'attendais à voir du dégoût, de la peur peut-être. Mais dans ses prunelles d'or en fusion, il n'y avait qu'une sorte de reconnaissance sombre, comme s'il voyait en moi une créature qu'il était le seul à pouvoir comprendre. C'était plus effrayant encore que sa fureur. Il a fait un pas vers moi, et mon instinct a hurlé de fuir à nouveau. Mais mes pieds étaient enracinés dans la neige souillée. Son odeur, ce mélange. D'orage, de pain et de sang, n'était plus seulement menaçante. Une nouvelle note s'y était mêlée, quelque chose de plus profond, de plus primaire. Une senteur de terre chaude après la pluie, de foyer crépitant dans une nuit d'hiver. C'était une odeur de sécurité, de foyer. Mon corps, ce traître, a semblé s'incliner vers lui, aspirant cette émanation comme une plante assoiffée cherche l'eau. Une partie de moi, une partie que j'ignorais posséder, le reconnaissait. Elle ne le voyait pas comme un roi ou un tyran, mais comme une encre dans la tempête qu'était devenue ma vie. Cette dualité était une torture. Ma raison me criait de m'éloigner du monstre, tandis que mon instinct me suppliait de me réfugier dans ses bras. Sans un mot, il a défait la lourde agrafe de sa cape en fourrure de loup noir. Le vêtement a glissé de ses larges épaules, et il l'a drapé sur moi. La chaleur instantanée a été un choc, un baume sur ma peau gelée. Le poids était considérable, mais réconfortant. J'étais englouti dans son odeur, dans sa chaleur, dans sa force. Personne ne m'avait jamais offert un tel geste de protection. Dans ma meute, j'étais celle qu'on poussait dehors sous la pluie, pas celle qu'on abritait. J'ai relevé la tête, mes yeux rencontrant les siens. Il y avait une lueur étrange dans son regard, une possessivité féroce qui n'avait rien à voir avec la colère. C'était comme s'il venait de récupérer un bien précieux qu'il croyait perdu. Il a simplement hoché la tête en direction de la citadelle lointaine. Et j'ai compris. La fuite était terminée. Pour l'instant. Le retour s'est fait dans un silence pesant, mais radicalement différent de ma course désespérée. Il marchait à mes côtés, sa présence formant un bouclier invisible autour de moi. Chaque craquement de branche,
Chaque ombre dansante me faisait sursauter. Mais sa proximité immédiate calmait la panique avant même qu'elle ne puisse s'installer. Je venais du monde de la survie, où chaque bruit est une menace potentielle. Lui, il se déplaçait comme s'il était la seule menace existante, le prédateur alpha à qui la forêt elle-même se soumettait. J'étais hyper consciente de chaque détail. La façon dont son bras frôlait le mien, la chaleur qui émanait de son corps, le rythme régulier de sa respiration. C'était une proximité intolérable, et pourtant, je n'avais jamais ressenti un tel sentiment de sécurité de toute mon existence. Lorsque les portes de la citadelle se sont dressées devant nous, la peur est revenue en force. Les gardes nous ont vus arriver, leur visage passant de l'étonnement à la méfiance en me voyant enveloppé dans la cape du roi. Leurs regards étaient des poignards, me jugeant, me condamnant. L'Oméga en fuite, la sorcière qui avait ensorcelé leur souverain. La honte m'a submergée, brûlante et familière. J'ai baissé la tête, comme on m'avait appris à le faire toute ma vie, m'attendant à être traîné vers un cachot. Je n'étais qu'une paria, une anomalie ramenée de force dans un monde qui ne voulait pas de moi. La différence entre sa puissance et ma misère n'avait jamais été aussi flagrante. Il était le soleil noir autour duquel tout tournait. J'étais la poussière destinée à être balayée. Un capitaine de la garde, un homme massif au visage grêlé, s'est avancé et a craché sur le sol près de mes pieds. « On ramène la vermine, votre majesté » a-t-il ricané, son regard plein d'un mépris huileux. Avant que j'aie pu scier, Rorik a bougé. Sa vitesse était inhumaine. Il a saisi le capitaine par la gorge, le soulevant de terre d'une seule main. Les os ont craqué sous la pression. Un silence de mort est tombé sur la cour. La voix de Rorik était un grondement si bas qu'elle faisait vibrer les pierres. Elle est sous ma protection. Le prochain qui lui manque de respect, de quelque manière que ce soit, perdra sa langue, puis sa tête. Est-ce clair? L'homme a hoché la tête frénétiquement, le visage violet. Rorik l'a relâché et il s'est effondré au sol, suffocant. Puis, le roi s'est tourné vers moi, et son regard n'avait plus rien de menaçant. Il était purement et simplement possessif. On ne m'a pas conduite à un cachot. Au contraire, j'ai été escorté jusqu'à des appartements luxueux dans l'aile privée du roi, un endroit où seule la plus haute noblesse était admise. La pièce était immense, avec un feu de cheminée crépitant, des draps de soie sur le lit et une baignoire en cuivre déjà remplie d'eau chaude et parfumée. C'était plus de confort que je n'en avais. Jamais rêvé. Mais les deux gardes postés devant ma porte m'ont rappelé la réalité. C'était une cage, simplement plus belle que les autres. Était-ce pour me protéger du monde extérieur ou pour m'empêcher de m'enfuir à nouveau? Avec cet homme, la frontière entre protection et possession semblait inexistante, et cette ambiguïté était terrifiante. Une fois seul, je me suis débarrassé de la robe de mariée souillée et me suis glissé dans le bain. L'eau chaude a apaisé mes muscles endoloris, mais pas le chaos dans mon esprit. Après, je me suis enroulé dans un peignoir de velours et j'ai retrouvé la cape de Rorik, abandonnée sur un fauteuil. Je l'ai prise et l'ai serrée contre moi, enfouissant mon visage dans la fourrure épaisse. Son odeur m'a envahi, et au lieu de la peur, j'ai ressenti une vague de calme inexplicable. C'était insensé. Mon esprit hurlait que cet homme était un danger, un tyran, le souverain le plus impitoyable du continent. Mais une partie plus profonde de mon être
Une partie animale et instinctive que j'avais toujours cru absente répondait à son essence. Elle le reconnaissait comme étant le mien. Et ce sentiment, cette certitude insensée qu'il était mon refuge, était la chose la plus effrayante de toutes. Peu après, une vieille femme à l'air doux est entrée. Une guérisseuse. Elle s'est inclinée respectueusement et m'a expliqué que le roi avait ordonné qu'on soigne mes blessures. Elle a nettoyé et pansé les coupures sur mes pieds et les égratignures de ma... Fuite dans la forêt avec une douceur infinie. Personne ne m'avait jamais touché avec autant de soin. Chaque contact était habituellement brutal ou dédaigneux. Son respect n'était pas pour moi, l'oméga, mais pour la personne que le roi avait placée sous sa protection. Cet ordre simple changeait tout. Il ne m'avait pas seulement protégé publiquement, il imposait aux autres de me traiter avec une dignité que je n'avais jamais connue. Je ne comprenais pas ses motivations, et cette ignorance me... laissait vulnérable et profondément confuse. Plus tard dans la soirée, alors que j'étais assise près du feu, perdue dans mes pensées, la porte s'est ouverte. C'était lui. Rorik est entré sans un mot, fermant la porte derrière lui. Il avait retiré son armure de cérémonie et portait une simple tunique noire qui accentuait sa musculature puissante. Il semblait à la fois moins royal et infiniment plus dangereux. Son regard s'est posé sur moi, et j'ai remarqué une coupure sur son avant-bras. Probablement causée par une branche lors de notre traversée de la forêt. Le sang avait séché, formant une ligne sombre sur sa peau. Sans réfléchir, mû par une impulsion que je ne contrôlais pas, je me suis levé et j'ai pris un linge propre et un bol d'eau tiède sur une commode. Je me suis approché de lui avec une audace qui m'a moi-même surprise. Il ne m'a pas arrêté. Il est resté parfaitement immobile, me regardant faire. J'ai délicatement posé le linge humide sur sa blessure. Au contact de... sa peau, une décharge électrique a parcouru mon bras, remontant jusqu'à ma poitrine, et faisant battre mon cœur à tout rompre. C'était comme si un millier de fils invisibles venaient de se connecter entre nous. Ses muscles se sont tendus sous mon contact, et un grognement sourd a vibré dans sa poitrine. Ses yeux ont changé, l'or liquide s'intensifiant jusqu'à devenir presque incandescent. Ce n'était pas un son de colère, mais de plaisir et de douleur mêlés, un son profondément animal et... possessif. Le lien, quel qu'il soit, venait de s'éveiller. Il a brusquement retiré son bras, comme si mon contact le brûlait. Il a fait un pas en arrière, le souffle court. Son regard sur moi était un mélange déroutant de faim dévorante, de surprise et... d'une lueur de peur. C'est là que j'ai compris. Il était aussi déstabilisé que moi par cette connexion. Ce lien puissant et incontrôlable qui venait de s'enflammer entre nous le prenait par surprise. Lui, le roi Lycan qui contrôlait tout. Il... luttait contre cet instinct avec la même férocité qu'il aurait employée sur un champ de bataille. Voir cette fissure dans son armure de contrôle absolu était à la fois rassurant et terrifiant. Il n'était pas seulement un monstre de pouvoir, il était aussi l'esclave de ce même instinct qui me submergeait. Sans prononcer un seul mot, il a fait demi-tour et a quitté la pièce, fermant la porte avec un bruit sec qui a résonné dans le silence. Je suis restée là, tremblante, le linge encore dans ma... main. L'air était saturé de son odeur, de la tension de ce qui venait de se passer. Un point de non-retour avait été franchi. Je n'étais plus simplement sa fiancée en fuite ou sa prisonnière protégée. J'étais devenu quelque chose d'autre. Quelque chose que cet homme redoutable désirait contre sa propre volonté.
quelque chose dont il avait peut-être même peur. Et dans ce royaume de prédateurs, je ne savais pas si cela faisait de moi sa plus grande faiblesse, ou la seule arme capable de le toucher. Les jours qui suivirent furent un étrange purgatoire. Je vivais dans un luxe que je n'aurais jamais pu imaginer, mais chaque repas était un poison potentiel, chaque ombre une menace. Rorik me tenait à distance, une sentinelle silencieuse dans son propre château. Je le sentais plus que je ne le voyais. Son odeur, cet orage imminent, semblait imprégner les murs de mes appartements, une promesse constante de sa présence. Il ne venait plus me voir, mais je savais qu'il était là, quelque part veillant sur moi. La cour, cependant, n'était pas si subtile. Les regards haineux me suivaient partout, des murmures de sorcières et de malédictions crépitaient dans mon sillage. J'étais sa chose, son objet protégé, et pour cela, il me méprisait encore plus. Je n'étais pas une prisonnière dans un cachot, mais une paria sur un trône de velours, et la solitude était tout aussi glaciale. La tension était palpable, un fil tendu prêt à rompre. Et il a rompu lors du banquet de la pleine lune. C'était la première fois que je devais apparaître en public depuis le jour du mariage. Assise à la droite de Rorik, sur une estrade surélevée, je me sentais comme un animal exposé dans une arène. Chaque seigneur, chaque guerrier me dévisageait, leurs pensées étant un vacarme de mépris et de convoitise. Rorik, à côté de moi, était une montagne de fureur contenue. Son genou frôlait le mien sous la table, et la chaleur qui s'en dégageait était la seule chose qui manquerait à la réalité. Il n'a pas dit un mot, mais son regard balayait la salle, un avertissement silencieux à quiconque oserait me fixer trop longtemps. L'air était lourd, non seulement de la puissance de la lune, mais aussi d'une intention malveillante que je pouvais presque goûter. Le moment est venu lorsque le serviteur personnel du duc Bastien a présenté une coupe de vin au roi. Un geste de loyauté, en apparence. Bastien, assis plus bas, affichait un sourire mielleux qui ne cachait en rien le serpent qui se levait dans son cœur. J'ai vu Rorik prendre la coupe, ses doigts puissants se refermant sur l'argent ciselé. Mais juste avant qu'il ne la porte à ses lèvres, une odeur âcre et anormale a frappé mes narines. Une senteur amère, végétale, qui criait danger à une partie de mon être que je ne connaissais pas. C'était l'odeur de la tulou, l'aconie, un poison mortel pour les licans. Sans réfléchir, mu par un instinct de protection pure et absolue, j'ai bondi de mon siège et j'ai frappé la coupe de sa main. Le vin pourpre a éclaboussé le sol en pierre, fumant légèrement au contact de l'air. Un silence de mort est tombé sur la salle. Tous les regards se sont tournés vers moi, choqués par mon audace. Rorik m'a regardé, ses yeux d'or s'écarquillant de surprise, puis se rétrécissant de suspicion. Mais il n'a pas eu le temps de parler. Bastien s'est levé, le visage déformé par une fureur calculée. « La sorcière !» a-t-il crié, pointant un doigt accusateur vers moi. « Elle a essayé d'empoisonner le roi. Elle a ensorcelé cette coupe. » La salle a explosé en un tumulte de cris et d'accusations. Les gardes ont dégainé leurs épées, se rapprochant de l'estrade. La panique m'a saisi. J'avais agi pour le sauver, et maintenant, j'étais accusé de sa tentative de meurtre. C'était un piège parfait. J'allais mourir ici, devant tout le monde, pour un crime que je n'avais pas commis. Mais alors que la panique menaçait de me submerger, le regard de Rorik a changé. Il n'a pas regardé la coupe, ni Bastien.
ni les gardes. Il a regardé la flaque de vin sur le sol. Une petite fleur, une pensée sauvage qui ornait le plateau du serviteur, avait été touchée par une éclaboussure. Sous nos yeux, elle s'est flétrie et noircie en quelques secondes, se transformant en cendres. La preuve était là, irréfutable. Le vin était empoisonné. La salle s'est tue à nouveau, la réalisation de la trahison se propageant comme une onde de choc. Le regard de Rorik s'est alors posé sur moi, et pour la première fois, j'y ai vu. Autre chose que de la fureur ou de la possession. J'y ai vu une dette. J'y ai vu de la gratitude. J'avais sauvé sa vie. Avant que quiconque puisse réagir, une autre menace a surgi. Depuis les ombres de la grande salle, des silhouettes ont émergé, se déplaçant avec une vitesse surnaturelle. Des renégats. Ils ne portèrent les couleurs d'aucune meute, leurs yeux brillants d'une lueur sauvage et folle. C'était une attaque coordonnée, le chaos du poison servant de diversion. Ils se sont jetés sur les... gardes, des griffes d'acier rencontrant des crocs et des lames. La panique a tourné à la boucherie. Rorik a réagi instantanément. Il m'a poussé derrière lui, son corps devenant un bouclier de muscles et de fureur. Un grognement a déchiré sa gorge, si puissant qu'il a fait vibrer mes os. Ce n'était pas un son humain. C'était le son du prédateur alpha protégeant ce qui lui appartenait. 3 renégats, plus audacieux que les autres, ont sauté sur l'estrade, visant clairement le roi et, par extension, moi. Le loup de Rorik a pris le dessus. Ses yeux sont devenus des orbes d'or en fusion. Ses traits se sont durcis, et ses mains, qui tenaient en quelques secondes plus tôt une coupe, sont devenues des armes mortelles. Il les a rencontrées dans un flou de violence. Un bras a été brisé. Une gorge a été arrachée. Un corps a été projeté contre un pilier, avec une force dévastatrice. Il se battait avec une brutalité primitive et efficace, qui était à la fois terrifiante et étrangement. Magnifique. Il était la mort incarnée, un roi guerrier défendant son territoire et sa reine. Et dans ce chaos, je n'ai ressenti aucune peur de lui. Au contraire, une certitude brûlante s'est installée en moi. Tant que j'étais derrière lui, rien ne pouvait m'atteindre. Alors que le combat faisait rage, un des renégats a réussi à le contourner. Il s'est jeté sur moi, ses yeux fous fixés sur ma gorge, une dague empoisonnée à la Tulu brillant dans sa main. Le temps a semblé ralentir. Je n'avais nulle part où fuir. J'ai fermé les yeux, m'attendant à la douleur. Mais elle n'est jamais venue. J'ai entendu un bruit de déchirement horrible et j'ai rouvert les yeux. Rorik était là, entre moi et l'attaquant. La dague était plantée profondément dans son épaule, la lame noire suintant de poison. Il n'a même pas semblé le remarquer. D'une main, il a saisi la tête du renégat et l'a brisée contre le sol. Puis il s'est tourné vers moi, le sang de son ennemi sur le visage, la dague toujours dans son... épaule, et son unique préoccupation était évidente dans ses yeux flamboyants. « Es-tu blessé » a-t-il grondé, sa voix rauque de douleur et d'adrénaline. Le combat s'est terminé aussi vite qu'il avait commencé, les gardes du roi reprenant le dessus. Mais le vrai danger venait de commencer. Rorik a arraché la dague de son épaule avec un grognement sourd. La peau autour de la blessure noircissait déjà. Le poison agissait rapidement. Il a chancelé, une main posée sur le trône pour se soutenir. Le... grand roi Lycan, l'invincible Rorik, était en train de mourir devant sa cour. Les guérisseurs se sont précipités, mais ils semblèrent paniqués, murmurant qu'il n'y avait pas d'antidote connu pour une dose aussi massive. Mon cœur s'est serré d'une angoisse si intense qu'elle m'a coupé le souffle. Le lien entre nous,
Ce fil invisible et incandescent me transmettait sa douleur, le froid qui commençait à envahir ses veines, le feu qui consumait sa force. Une fois de plus, l'instinct a pris le dessus sur la peur. Des bribes de savoir ancien, des murmures de ma grand-mère sur les vieilles magies et les herbes oubliées ont refait surface dans mon esprit. Je savais ce qu'il fallait faire. Emmenez-le dans ses appartements, ai-je ordonné, ma voix résonnant avec une autorité que je ne me connaissais pas. Et apportez-moi de la racine d'argent, des feuilles de lune et de la mousse de pierre de rivière. Maintenant. Les gardes et les guérisseurs m'ont regardé, stupéfait, mais il y avait une telle certitude dans ma voix qu'ils ont obéi sans discuter. Ils ont transporté le corps presque inconscient de Rorik, et je les ai suivis, mon esprit entièrement concentré sur une seule chose. Le garder en vie. À cet instant, il n'était plus le roi, le tyran ou mon ravisseur. Il était le mien, et je ne le laisserai pas mourir. Dans l'intimité de sa chambre, le chaos de la cour a été remplacé par une tension suffocante. Rorik gisait sur son lit, sa respiration devenant faible, et erratique. La fièvre le faisait trembler, mais sa peau était froide comme la glace. Le poison le consumait de l'intérieur. J'ai préparé le cataplasme avec des mains tremblantes mais sûres, broyant les herbes dans un mortier. L'odeur terreuse et puissante a rempli la pièce. Quand ce fut prêt, j'ai écarté les guérisseurs et j'ai déchiré sa tunique pour exposer la blessure. La chair noircie et les veines sombres qui s'étendèrent depuis la plaie étaient un spectacle horrible. J'ai appliqué la pâte, directement sur la blessure. Il a hurlé. Un son animal de pure agonie, son corps s'arquant sur le lit. C'était la seule façon de neutraliser le poison, en le brûlant de l'intérieur. La nuit a été une longue bataille. Le cataplasme ne suffisait pas. Le froid de la mort s'accrochait à lui. Les guérisseurs disaient qu'il n'y avait plus rien à faire, que son feu intérieur s'éteignait. Mais je refusais de l'accepter. Je les ai tous fait sortir. Seul avec lui, j'ai suivi un dernier instinct, une dernière parcelle de savoir ancien. Il avait besoin de chaleur. Pas la chaleur du feu, mais la chaleur de la vie, la chaleur d'un compagnon. J'ai enlevé sa cape trempée de sueur, et je me suis glissé dans le lit à côté de lui, pressant mon corps contre le sien. Sa peau était glaciale. Je l'ai enlacé, partageant ma propre chaleur, ma propre énergie vitale. Son odeur, même affaiblie par la maladie, m'a enveloppé. C'était l'odeur de la maison, de la sécurité, de mon destin. Au milieu de la nuit, dans son délire, il s'est tourné vers moi. Ses yeux se sont ouverts, mais il ne voyait pas la pièce. Il voyait autre chose. Il me voyait. Sa main, faible mais déterminée, s'est posée sur ma joue. Son pouce a caressé ma peau. « Compagne », a-t-il murmuré, sa voix un simple souffle rauque. Ce seul mot a fait exploser quelque chose en moi. Ce n'était pas le roi qui parlait, ni l'homme. C'était son loup, son âme, qui me reconnaissait. Il a répété le mot, encore et encore, comme une prière, un ancrage dans la tempête qui faisait rage en lui. Et je suis resté là, le tenant, lui murmurant des mots apaisants, sentant la connexion entre nous se renforcer, se solidifier, devenir un lien indestructible forgé dans le feu et le poison. À l'aube, la fièvre s'est enfin brisée. La chaleur a commencé à revenir dans son corps, chassant le froid mortel. La couleur revenait lentement sur sa peau. Il respirait plus facilement. Il allait vivre. Épuisé, j'ai posé ma tête sur sa poitrine, écoutant,
le battement régulier de son cœur, le son le plus rassurant du monde. Il n'était plus seulement le roi Lycan, une figure de pouvoir et de peur. Il était Rorik, l'homme qui avait pris une dague empoisonnée pour moi, l'homme dont le loup m'appelait sa compagne, l'homme dont la vie était maintenant inextricablement liée à la mienne. En le sauvant, j'avais aussi scellé mon propre destin. La peur avait été remplacée par une férocité protectrice. Quiconque essaierait de lui faire du mal à nouveau devrait d'abord passer par moi. Et il découvrirait que la malédiction de l'Oméga silencieuse était en réalité la promesse d'une fureur qu'il n'était pas prêt à affronter. Le calme qui a suivi la tempête était une chose étrange et fragile. Dans le silence des appartements du roi, le monde extérieur semblait s'être dissous. Rorik, bien que toujours en convalescence, reprenait des forces à une vitesse surnaturelle. Le lien entre nous, ce fil d'or et de feu, était désormais une présence constante, un courant chaud sous ma peau. Il ne me regardait plus comme une prisonnière ou un fardeau, mais avec une intensité possessive qui était à la fois terrifiante et profondément rassurante. Chaque fois que son regard se posait sur moi, je sentais son loup intérieur me reconnaître, m'appeler. Nous parlions peu, mais les mots n'étaient pas nécessaires. Le simple fait qu'il ait déplacé ses quartiers pour veiller personnellement sur moi, que sa main trouve la mienne dans son sommeil. Fiévreux, disait tout. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas seul. Mais cette paix, je le savais, n'était qu'un sursis. Le retour à la réalité de la cour fut brutal. La nouvelle de ma guérison miraculeuse du roi s'était répandue comme une traînée de poudre. Mais elle n'avait pas engendré le respect. Au contraire, elle avait alimenté la peur et la méfiance. J'étais passé du statut d'oméga insignifiante à celui de sorcière imprévisible. Les murmures me suivaient dans les couloirs. Comme des serpents, sifflant les mots « sauvageonne »,« anomalie »,« maudite ». On disait que j'avais utilisé une magie noire pour asservir l'esprit du roi, que mon pouvoir était une abomination contre la déesse de la lune. Les seigneurs et les dames qui, quelques jours plus tôt, m'auraient ignoré, s'écartaient maintenant sur mon passage, leur visage un masque de mépris et de crainte superstitieuse. Ils ne voyaient pas une sauveuse, mais une menace pour leur ordre établi, une créature férale qui, n'avait pas sa place entre les murs de pierre polie de la civilisation. Le duc Bastien, bien sûr, était le chef d'orchestre de cette campagne de calomnie. Ayant échoué à tuer Rorik, il avait changé de tactique, cherchant à me détruire par les mots et la politique. Il ne pouvait m'accuser ouvertement sans révéler sa propre trahison. Alors il jouait un jeu plus subtil et plus venimeux. Il parlait de la pureté des lignées, de la stabilité du royaume, insinuant que la présence d'une oméga sans loup, doté d'un pouvoir aussi destructeur, à côté du trône, était une invitation au chaos. Il me peignait comme une bombe à retardement, une force de la nature incontrôlable qui avait ensorcelé leur roi, et qui un jour se retournerait contre eux tous. Ces paroles étaient un poison lent, s'infiltrant dans les esprits déjà méfiants de la cour, transformant ma survie en un crime et mon pouvoir en une malédiction. Et le poison a commencé à faire effet, non seulement sur la cour, mais aussi sur moi. Les doutes, ces vieux compagnons de mon existence d'Oméga, sont revenus en force. Étais-je vraiment une menace? Mon pouvoir avait consumé 3 hommes. J'avais failli perdre Rorik. Chaque nuit, je revivais l'horreur dans les yeux des assassins,
la sensation de vide quand leur âme avait été arrachée. Et si Bastien avait raison? Si j'étais une force trop dangereuse pour être laissée en liberté? La peur que ma simple présence ne cause la perte de Rorik, qu'elle ne le rende vulnérable au... attaque de ses ennemis est devenue une angoisse constante. Je commençais à croire que la meilleure façon de le protéger était de disparaître, de retourner dans les ombres où j'avais toujours vécu. L'idée de le quitter me déchirait le cœur, mais la pensée d'être la cause de sa chute était insupportable. Rorik a senti mon tourment. Une nuit, alors que je me tenais près de la fenêtre, regardant la forêt sombre qui m'avait offert une si brève liberté, il est venu se placer derrière moi. Il n'a pas parlé, mais a simplement posé ses mains sur mes épaules, son contact étant à la fois un ancrage et une cage. Sa chaleur m'a enveloppé, chassant une partie du froid qui s'était installé dans mon âme. Leurs mots sont du vent, a-t-il grondé doucement, son menton effleurant le sommet de ma tête. Tu n'es pas une faiblesse, Aveline. Tu es la forge dans laquelle mes ennemis viendront se briser. Ne laisse pas leurs mensonges te faire oublier qui tu es. Puis, il a ajouté, sa voix se faisant plus dure, plus royale. Tu es mienne. Et personne, pas même toi, ne m'enlèvera ce qui m'appartient. Nous leur ferons face ensemble. Sa certitude était un bouclier, mais je craignais que même le bouclier du roi Lycan ne soit pas assez solide pour résister au poison de la peur. La situation s'est envenimée avec l'arrivée de Lady Séraphina de la meute de la Crête du Loup. Grande, belle et alpha de naissance, elle était celle que beaucoup à la cour avaient toujours imaginée comme la reine de Rorik. Elle est venue à moi sous le couvert de l'amitié, ses yeux bleus perçants remplis d'une fausse sympathie. Ma pauvre enfant, a-t-elle murmuré, prenant ma main dans la sienne, fraîche et manucurée. Vous n'êtes pas faite pour ce monde de serpents. Le roi est un homme de devoir, mais son cœur peut être une faiblesse. Pour son bien, pour la sécurité du royaume qu'il doit protéger, un fardeau comme votre nature est trop lourd à porter. Parfois, le plus grand acte d'amour est de s'effacer. Chaque mot était une dague de soie, conçue pour frapper mes insécurités les plus profondes et me convaincre que ma seule valeur résidait dans mon sacrifice. Comme pour sceller mon isolement, un messager est arrivé de ma propre meute, celle du ruisseau d'argent. Il portait un parchemin scellé du sceau de mon père, l'Alpha Valerius. Le message était court et brutal. En défiant le roi le jour du mariage, j'avais apporté la honte et le déshonneur sur notre meute. En conséquence, il me reniait. Publiquement. Je n'étais plus sa fille, plus un membre de la meute. J'étais officiellement une paria, une renégate sans nom et sans foyer. La douleur de cette trahison finale a été plus aiguë que n'importe quelle blessure physique. L'homme qui m'avait vendu pour sauver sa peau me jetait maintenant au loup pour préserver son apparence. J'étais complètement seul, sans aucun allié dans ce monde, à l'exception du roi que tout le monde essayait de retourner contre moi. C'est sur ce terreau. Fertile de peur et d'isolement que le duc Bastien a porté son coup de maître. Devant le conseil des alphas, il a exigé une audience formelle, un jugement de la déesse. Il a habilement évité de m'accuser de quoi que ce soit, se présentant comme un loyal sujet inquiet. Il a demandé que mon pouvoir soit testé publiquement. Si elle est vraiment une envoyée de la déesse, une juge, comme le prétend une vieille prophétie, alors elle n'a rien à craindre, a-t-il déclaré, sa voix suintant une fausse
piété. Elle se tiendra devant nous tous, et nous verrons si son regard purifie ou détruit. C'est le seul moyen de rassurer le peuple et de légitimer sa place aux côtés de notre roi. C'était un piège parfait. Il me forçait à devenir un spectacle, sachant que la peur et la pression pourraient me faire perdre le contrôle, me transformant en monstre aux yeux de tous. La simple idée de ce jugement public me glaçait d'effroi. Je me revoyais sur l'estrade le jour du mariage, une marionnette. Silencieuse offerte en sacrifice. La perspective de devoir à nouveau faire face à des centaines de regards, non plus seulement méprisants mais aussi scrutateurs et accusateurs, était une torture. Mon pouvoir n'était pas un tour de magie que je pouvais exécuter sur commande. Il était une partie de moi, une chose instinctive et effrayante que je commençais à peine à comprendre. Il voulait que je le déchaîne, que je prouve ma nature divine, mais je craignais de ne déchaîner qu'un monstre. La tentation de fuir, de disparaître pour de bon dans la forêt, est revenue, plus forte que jamais. Mieux valait être une renégade vivante qu'une sorcière exécutée. Cette nuit-là, Rorik m'a trouvé faisant les 100 pas dans ma chambre, l'angoisse me rongeant de l'intérieur. Il a bloqué la porte de son corps massif et m'a forcé à le regarder. « Tu ne fuiras pas », a-t-il dit, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Ceci n'est pas ton procès, Aveline. C'est le leur. C'est notre chance de... » Purger ce royaume de la pourriture qui le ronge de l'intérieur. Bastien pense te mettre en cage, mais il ne fait que construire son propre bûcher. Il a pris mon visage entre ses grandes mains, me forçant à soutenir son regard d'or en fusion. Je crois en toi. Mon loup croit en toi. La déesse t'a choisi. Fais leur face. Montre-leur non pas un monstre, mais une reine. Sa foi en moi était si absolue, si inébranlable, qu'elle a commencé à éteindre les flammes de ma propre peur, les remplaçant par une étincelle de colère. Nous avons passé les jours suivants à nous préparer. Rorik m'a parlé des anciennes légendes, des juges de la lune, qui, autrefois, parcouraient les terres pour rendre une justice que les alphas ne pouvaient ou ne voulaient pas rendre. Il m'a expliqué que le pouvoir ne venait pas de la haine ou de la peur, mais de la clarté et de la certitude. Ne les regarde pas comme tes accusateurs, m'a-t-il conseillé. Regarde à travers eux. Regarde leur âme. Ton pouvoir ne fait que... révéler ce qui est déjà là. Il ne détruit pas les innocents. Il ne m'a pas appris à me battre avec des griffes ou des crocs, mais à me tenir droite, à respirer calmement face à la haine, à puiser ma force non pas dans la violence, mais dans une justice froide et immuable. Il ne me préparait pas pour un procès, mais pour un règne. La veille du jugement, la tension dans la citadelle était à son comble. L'air était électrique, lourd de complots et d'attentes. Lady Séraphina m'a fait une dernière. Visite, son masque de sympathie ayant glissé pour révéler le serpent en dessous. J'espère que tu as fait tes adieux au roi, a-t-elle sifflé, un sourire cruel étirant ses lèvres parfaites. Demain, quand ils verront le monstre que tu es, il n'aura d'autre choix que de te laisser brûler pour sauver sa couronne. C'est la place d'une oméga, après tout, dans la cendre. Sa menace, si directe, si remplie de haine, a eu un effet inattendu. Au lieu de me briser, elle a solidifié ma résolution. La peur. Était toujours là, un nœud froid dans mon estomac, mais elle était maintenant recouverte par une couche de glace. Plus tard dans la soirée, un serviteur m'a apporté une tenue pour le lendemain. Ce n'était pas une robe de pénitente, mais une tunique d'un bleu nuit profond, brodée de fils d'argent qui semblaient capturer la lumière de la lune.
C'était une tenue de guerrière, une tenue de reine. Un mot de Rorik l'accompagnait. « Montre-leur qui nous sommes. » J'ai compris. Il ne s'agissait plus de... ma survie. Il s'agissait de notre avenir, de l'avenir du royaume. Je me suis approché du miroir, drapé dans le tissu magnifique. La fille qui me regardait n'était plus l'oméga tremblante du ruisseau d'argent. Ses yeux, bien que toujours remplis d'une tristesse ancienne, brûlaient d'une nouvelle lumière. Une lumière de jugement. Cette nuit-là, je n'ai pas fui. Je me suis tenu sur mon balcon, laissant le vent glacial fouetter mon visage, sentant la présence protectrice de Rorik dans la tour. Adjacente. Je n'étais plus une victime menée à l'abattoir. J'étais une arme, affûtée par la souffrance et la trahison, et pointée vers le cœur corrompu de ce royaume. Le duc Bastien, Lady Séraphina, mon propre père. Ils avaient tous commis la même erreur. Ils pensaient à me juger. Ils n'avaient pas réalisé que c'était moi qui venais les juger. La peur était toujours là, un murmure dans le vent, mais une autre voix s'élevait maintenant, plus forte, plus claire. La voix d'une reine. Et elle était prête à rendre son verdict. Le jour du jugement est arrivé comme une promesse de mort. En entrant dans la grande salle du trône, je n'étais plus la fiancée en fuite, mais une énigme vêtue de bleu nuit et d'argent. Le silence qui m'a accueilli était différent de celui du jour du mariage. Ce n'était plus du mépris, mais une peur superstitieuse, une curiosité morbide. Des centaines de pères dieux me suivaient, cherchant le monstre ou la sainte. Rorik marchait à mes côtés, sa présence un roc. Inébranlable dans une mer d'hostilité. Il ne m'a pas tenu par le bras comme une prisonnière, mais marchait à une distance respectueuse, me laissant mon propre espace, ma propre arène. Il me montrait à tous, non pas comme sa possession, mais comme une puissance à part entière. Je sentais le poids de chaque regard, une pression physique qui menaçait de m'écraser, mais la froideur de la résolution était une armure autour de mon cœur. Le duc Bastien se tenait au centre de la salle, son visage un masque de piété et d'inquiétude feinte. Il a levé les mains pour demander le silence, bien que la salle fût déjà mortellement silencieuse. « Seigneur, Alpha, fidèle de la déesse », a-t-il commencé, sa voix mielleuse résonnant contre les murs de pierre. Nous sommes réunis aujourd'hui non pas pour condamner, mais pour comprendre. Une puissance s'est éveillée parmi nous, une puissance qui a coûté la vie à des hommes. Est-ce un don de la déesse, une bénédiction pour purifier notre royaume, ou est-ce une malédiction, une magie noire qui a ensorcelé notre roi et menace de nous consumer tous? Il a fait une pause, laissant ses paroles venimeuses s'infiltrer dans l'esprit de l'assemblée. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. La déesse ne protège que les cœurs purs. Nous devons la soumettre à l'épreuve. Il a fait un geste vers une estrade vide au centre de la salle. C'était là, ma nouvelle potence. Que l'Oméga Aveline se tienne devant nous, a-t-il ordonné, son ton passant de... La fausse inquiétude a un commandement dur, et qu'elle pose son regard sur des hommes dont nous connaissons la loyauté. Mes gardes personnels, s'ils restent indemnes, nous nous prosternerons devant un miracle. S'ils tombent, nous saurons que nous faisons face à une sorcière qui doit être purgée par le feu. Un murmure d'approbation et de peur a parcouru la foule. C'était un piège brillant. Il utilisait des hommes qu'il contrôlait, probablement corrompus jusqu'à la moelle, pour prouver ma
Monstruosité. Leur mort serait dans ma condamnation. Rorik a grogné sourdement à mes côtés, un son de pure fureur, mais il n'a pas bougé pour m'arrêter. Il m'avait dit que c'était mon combat. Je me suis avancé seul, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. En montant sur l'estrade, je me sentais à nouveau comme cette fille sur l'autel, un sacrifice pour apaiser la faim des puissants. La panique, froide et familière, a commencé à s'enrouler autour de ma gorge. Je me suis souvenu des corps desséchés dans la forêt, de l'horreur sur leur visage. Et si je perdais le contrôle? Et si je n'étais qu'un monstre après tout? J'ai cherché le regard de Rorik. Il se tenait droit, ses yeux d'or brûlants d'une foi inébranlable. Il a hoché la tête, un mouvement à peine perceptible, mais qui criait « Montre-leur ». Ces mots de la nuit précédente m'ont envahi. Ce n'est pas ton procès, c'est le leur. Une vague de calme glacial a chassé la peur. J'ai redressé les épaules. Je n'étais pas une accusée. J'étais la juge. Bastien a fait avancer son capitaine, un homme arrogant au regard cruel que j'avais déjà vu dans la cour. « Regarde-le, sorcière !» a-t-il crié. « Si tu le peux !» L'homme m'a fixé avec un sourire narquois, certain de son impunité. J'ai respiré profondément, et pour la première fois, je n'ai pas subi mon pouvoir. Je l'ai appelé. J'ai plongé mon regard dans le sien, non pas pour voir ses yeux, mais pour voir l'âme qui se cachait derrière. Mon regard n'était plus une fenêtre, mais une porte que j'ouvrais de force. Et ce que j'ai vu était une abîme de noirceur, des pièces volées aux paysans, des femmes forcées, des trahisons chuchotées dans l'ombre pour le compte de son maître. Une lumière argentée, froide comme la lueur de la lune sur la glace, a commencé à émaner de mes yeux. Le sourire du capitaine s'est effacé, remplacé par une expression de pure terreur. Il a ouvert la bouche pour crier, mais aucun son n'en est sorti. Ses yeux se sont écarquillés alors qu'il voyait, je le savais, ses propres péchés se retourner contre lui comme une meute de loups affamés. Une fumée noire et fétide a commencé à s'échapper de sa bouche et de ses narines. Il a porté les mains à sa gorge, gargouillant, avant de s'effondrer sur le sol en pierre, son corps se convulsant une dernière fois avant de devenir une coquille vide et sans vie. Le silence dans la salle était si total qu'il en était assourdissant. La seule chose qu'on entendait était le crépitement des torches. Le premier verdict avait été rendu. « Sorcellerie, c'est la preuve !» a hurlé Bastien, sa voix stridente trahissant une pointe de panique. « Elle l'a tué avec sa magie noire, saisissez-la !» Il a désigné 5 autres de ses gardes, les poussant en avant. « Ne la regardez pas dans les yeux, attrapez-la !» Mais il était trop tard. La peur et la haine dans leur cœur étaient un phare pour mon pouvoir. Ils ont levé les yeux vers moi, un mélange de devoir et de terreur. Et ce fut leur perte. Mon regard les a balayés, non plus un par un, mais tous ensemble. Ce fut comme une vague purificatrice. Je n'ai pas eu besoin de me concentrer. Je voyais leurs âmes corrompues comme des taches sombres sur une toile blanche. Un par un, ils se sont effondrés, leurs cris silencieux se mêlant dans une symphonie d'agonie spirituelle. La salle a basculé dans le chaos. Mais ce n'était pas la panique d'une attaque. C'était une terreur sacrée. Les seigneurs et les dames reculaient. Non pas de moi, mais les uns des autres, se demandant soudain quel sombre secret leurs voisins cachaient. Lady Séraphina, qui m'avait regardé avec un mépris triomphant, était maintenant pâle comme un linge, ses yeux bleus écarquillés d'une horreur qu'elle ne pouvait plus dissimuler. Le pouvoir dans la salle venait de changer de main.
Il n'appartenait plus au titre, à la richesse ou à la force brute. Il appartenait à la vérité. Et j'en étais l'arbitre. Mon chagrin et ma peur s'étaient transformés en une fureur froide et juste. J'étais la colère de tous les omégas maltraités, de tous les innocents sacrifiés. J'étais la vengeance de la déesse. Bastien, voyant son complot et ses hommes réduits en cendres, a perdu toute raison. Une folie meurtrière a déformé ses traits. Avec un cri de bête enragée, il a sorti une dague de sous sa tunique et s'est jeté sur moi. « Je t'enverrai en enfer moi-même, créature maudite !» a-t-il hurlé. Le temps a semblé ralentir. Je l'ai vu arriver. Là. L'âme brillant sous la lumière des torches, et je n'ai pas bougé. Je n'avais plus peur de lui. Je n'avais plus peur de rien. Il n'était qu'un autre mensonge qui devait être brûlé. Rorik a bougé, un flou de fureur noire prêt à intercepter la lame, à déchiqueter le traître. Mais j'ai levé une main, paume ouverte. Un geste simple, mais qui l'a arrêté net. « Non !» ai-je dit, et ma voix a résonné dans toute la salle, non plus comme le murmure d'une oméga, mais avec l'autorité d'une reine. Celui-ci est à moi. Rorik a obéi, son corps vibrant de violence contenue, mais ses yeux d'or fixés sur moi avec une fierté féroce. Il m'a fait confiance. Il a fait confiance à mon pouvoir. Il a fait confiance à sa reine. J'ai attendu que Bastien soit à quelques pas seulement, assez près pour que je puisse voir la sueur de peur et de haine sur son front. Puis, je l'ai regardé. Je n'ai pas seulement regardé son âme. J'ai déchaîné sur lui la pleine lumière de la déesse, la lueur argentée de mes yeux et devenu un faisceau aveuglant. « Je te juge, duc Bastien », ai-je proclamé, ma voix faisant trembler les étendards. « Pour la trahison contre ton roi, pour le poison que tu as mis dans sa coupe, pour les assassins que tu as envoyés dans la forêt, pour chaque mensonge que tu as prononcé et chaque vie que tu as détruite par ton ambition. » Il a hurlé, un son inhumain, alors que la lumière le consumait, brûlant non pas sa chair, mais l'essence même de sa corruption, le laissant s'effondrer en une coquille vide et fumante au pied de mon estrade. Le silence qui a suivi était absolu, sacré. La dernière trace de fumée noire s'est dissipée dans l'air. Puis, un son a brisé le silence. Le son d'un genou heurtant la pierre. Un des alphas les plus âgés et les plus respectés s'était agenouillé, la tête inclinée. Puis un autre, et un autre. En quelques secondes, comme une vague irrésistible, toute la cour, des seigneurs aux serviteurs, était à genoux. Ils ne me regardaient l'un plus avec peur, mais avec une admiration mêlée de crainte divine. Ils ne voyaient plus une oméga ou une sorcière. Ils voyaient leur salut, leur jugement, leur déesse incarnée. Mais le choc le plus grand restait à venir. Au milieu de cette mer de têtes inclinées, un seul homme était encore debout. Rorik. Lentement, délibérément, le roi Lycan, le conquérant invincible, le tyran des territoires du Nord, s'est avancé. Il s'est arrêté devant mon estrade. Et sous le regard stupéfait de son royaume tout entier, il a posé un genou à terre. Il ne s'est pas agenouillé devant la déesse. Il s'est agenouillé devant moi. Il a pris ma main, celle qui avait tremblé de peur tant de fois, et l'a portée à ses lèvres. Un souffle collectif, un murmure d'incrédulité a parcouru la salle. Un roi ne s'agenouille pour personne. Il a relevé la tête, et ses yeux d'or brillaient d'une émotion si intense qu'elle m'a coupé le souffle. Ce n'était pas de la soumission. C'était de l'adoration, du respect, une reconnaissance totale. C'était
l'amour d'un compagnon pour sa compagne, d'un roi pour sa reine. Puis il s'est levé, m'a aidé à descendre de l'estrade et s'est tenu à mes côtés, face à son peuple. Sa voix a tonné, puissante et sans équivoque, scellant le destin de ce royaume pour les siècles à venir. La prophétie est accomplie. Vous ne voyez pas une fiancée en fuite, ni une sorcière maudite. Vous voyez la justice de la déesse rendue manifeste. Il a levé nos mains jointes. Saluez Aveline, votre reine, notre reine de justice. Le silence qui a suivi la proclamation de Rorik était une chose vivante, lourde de peur et d'une admiration nouvelle et terrifiée. Chaque âme dans cette salle, agenouillée, comprenait que l'ancien monde venait de mourir. Les règles de la force brute et de la lignée avaient été brisées par la vérité brute. Mon regard a balayé l'assemblée, non plus avec la peur d'une proie, mais avec le calme d'un prédateur qui a choisi son terrain de chasse. Il s'est arrêté sur une silhouette. Tremblante vêtue de soie bleue. Lady Seraphina. Elle essayait de se faire petite, son arrogance d'alpha remplacée par la panique d'une coupable. Lady Seraphina de la crête du loup. Ma voix a tranché le silence, claire et froide comme la glace. Approchez. Elle a obéi, chancelante, son visage pâle. Je n'ai pas eu besoin de regarder dans son âme, sa trahison était écrite dans ses yeux. Pour avoir comploté contre votre roi et cherché à détruire sa compagne par le mensonge et la jalousie, vous êtes déchu de votre titre. Vous serez exilé dans les terres stériles de l'Est. Vous y vivrez seul, sans meute, jusqu'à ce que la déesse décide de reprendre votre souffle. Rorik a fait un simple geste de la main. Vous avez entendu votre reine, a-t-il grondé. 2 gardes l'ont saisi, et ses cris se sont éteints dans le couloir. La première sentence était tombée. La justice avait commencé. Ce n'était que le commencement de ce que les chroniqueurs appelleraient en plus tard le grand. Assainissement. Dans les jours qui ont suivi, Rorik et moi avons siégé ensemble sur les 2 trônes de la grande salle. Les seigneurs, les conseillers, les capitaines de la garde, tous ont été appelés à se présenter devant moi. Mon regard n'était plus une arme incontrôlable, mais un instrument de précision chirurgicale. Je n'avais qu'à les regarder pour voir la corruption, les pots de vin, les serments brisés et les ambitions meurtrières. Il n'y a pas eu de massacre. Notre justice était plus nuancée. L'exil pour les traîtres avérés, la déchéance de rang et de terre pour les corrompus, le service forcé à la reconstruction des territoires pour les lâches qui avaient fermé les yeux. Rorik prononçait les sentences, sa voix un marteau de juge qui scellait les verdicts que mon pouvoir révélait. La cour a été purgée, non pas par le sang, mais par la vérité. Une peur nouvelle et saine s'est installée. La peur non pas du tyran, mais de ses propres mensonges. Pour la première fois, la loyauté n'était pas une performance, mais une nécessité pour survivre. Le jour le plus difficile fut celui où j'ai fait face à mon propre passé. Le messager de ma meute d'origine, le ruisseau d'argent, était toujours retenu dans la citadelle. Je l'ai fait amener devant moi avec un seul ordre. Faites venir Valerius. Mon père. L'alpha qui m'avait vendu puis renié. Quand il est arrivé, traîné par les gardes de Rorik, il portait encore son arrogance comme une armure. Mais en croisant mon regard, l'armure s'est fissurée. Il a vu non pas sa fille, l'Oméga sacrifié, mais la reine de justice qui tenait sa vie entre ses mains. Il est tombé à genoux, suppliant. Je l'ai laissé parler, déversant ses excuses et ses justifications. Puis, quand il eut fini, je me suis levé.
Tu m'as appris que le rang est tout et qu'un oméga n'est rien, ai-je dit, ma voix dénuée de toute émotion. C'est la seule leçon de toi que je retiendrai. Par décret royal, je te déchois de ton statut d'alpha. Ta meute est désormais sous la protection directe de la couronne. Et toi, Valérius, tu vivras le reste de tes jours comme ce que tu as toujours méprisé. Un oméga. Tu apprendras ce que c'est que de baisser la tête et de n'être jamais entendu. Rorik n'a pas dit un mot, mais sa main a trouvé la mienne, un soutien de granit et une approbation silencieuse. Notre règne ne pouvait se construire uniquement sur la punition. Il devait se fonder sur l'espoir. Mon premier édit en tant que reine fut la charte. De la lune d'argent. Elle déclarait que le statut d'oméga n'était plus une marque d'infériorité, mais une classe protégée par la couronne. Tout mauvais traitement infligé à un oméga serait désormais considéré comme un crime contre la reine elle-même. Nous avons aboli les mariages forcés et établi des sanctuaires pour les sans-meutes et les rejetés. Les sombres cachots de la citadelle, où l'on jetait autrefois les faibles et les indésirables, ont été vidés et transformés. Les pierres qui avaient absorbé tant de désespoir ont été purifiées par le feu et la prière, et l'endroit est devenu la grande bibliothèque, un lieu où la vérité et l'histoire seraient dû préservées, accessibles à tous, et non plus seulement aux puissants. Nous ne nous contentions pas de punir le mal. Nous construisions activement les fondations d'un monde où il aurait plus de mal à prendre racine. Chaque nouvelle loi était une promesse, un pas de plus loin de l'ombre de mon passé. La transformation du royaume était le reflet de la nôtre. L'aura de Rorik, autrefois si suffocante de fureur et de solitude, s'était adoucie. Il était toujours le guerrier le plus redoutable du continent. Mais sa force n'était plus une arme émoussée de domination. Elle était devenue le bouclier qui protégeait la justice que j'incarnais. Il se tenait à mes côtés, non pas comme mon maître, mais comme mon égal, mon partenaire. La cour ne nous craignait plus de la même manière. Ils respectèrent sa puissance et redoutaient mon jugement. Un équilibre parfait qui assurait la paix. Le soir, sur les remparts surplombant notre capitale maintenant silencieuse et ordonnée, il prenait ma main. La chaleur de sa peau contre la mienne était un rappel constant que je n'étais plus seul. L'oméga sacrifiée était morte le jour du mariage. La reine de justice était née du feu de la trahison. Et à ses côtés, je savais que notre règne ne faisait que commencer. Il était la force, j'étais la vérité. Ensemble, nous étions le futur. Aujourd'hui, quand je me tiens sur les remparts de la citadelle et que je regarde notre royaume s'étendre sous la lumière dorée du crépuscule, les cicatrices de mon passé ne me font plus mal. Elles sont là, bien sûr, des lignes fines gravées dans mon âme qui me rappellent l'oméga tremblante que j'étais, la fille vendue et reniée. Mais elles ne sont plus des chaînes. Elles sont devenues la carte de mon voyage. La douleur de la solitude a été remplacée par la chaleur constante de la main de Rorik dans la mienne. Son amour n'a pas effacé ce que j'ai enduré. Il lui a donné un sens. Il n'a pas seulement vu la juge de la déesse en moi. Il a d'abord vu Aveline, la femme brisée, et il a choisi de se tenir à ses côtés, non pas pour la dominer, mais pour lui offrir un bouclier afin qu'elle puisse devenir sa propre épée. Il a guéri les blessures que les autres avaient infligées, non pas avec de la pitié, mais avec un respect et une adoration si féroces qu'ils ont reconstruit ma confiance, pierre par
Pierre. Je ne suis plus une anomalie. Je suis une reine. Non pas parce que j'ai hérité d'une couronne, mais parce que j'ai forgé la mienne dans le feu de la justice, aux côtés de mon compagnon. Il y a quelques soirs, je l'ai trouvé dans la grande bibliothèque, l'endroit même qui était autrefois le cœur sombre de ce château. Il n'était pas assis sur son trône, mais par terre, au milieu de parchemins et de cartes, traçant de nouvelles routes commerciales pour les meutes les plus pauvres du Nord. Il a levé les yeux quand je suis entré, et son regard d'or en fusion, qui faisait autrefois trembler des royaumes, s'est adouci. Il m'a simplement tendu la main. Je me suis assise à côté de lui, ma tête reposant sur son épaule, respirant son odeur d'orage et de pain qui est devenu mon refuge. Nous sommes restés là un long moment, en silence, le roi Lycan et sa reine de justice, deux partenaires planifiant un avenir meilleur, non pas comme des souverains distants, mais comme les alphas de la plus grande meute du monde. Dans ce simple contact, dans ce silence partagé, résidait la véritable nature de notre pouvoir. Ce n'était pas la domination, mais l'équilibre. Notre amour n'a pas seulement sauvé nos vies, il a semé les graines d'un nouveau monde. Un monde où la force protège la vérité, et où même l'âme la plus rejetée peut trouver sa place et sa voix. Notre histoire est désormais gravée dans les étoiles. Un conte que l'on murmure aux enfants loups. C'est le témoignage que même dans la nuit la plus sombre, la lune trouve toujours un moyen de briller. Alors, pour notre meute qui nous écoute à travers le temps, sur une échelle de 1 à 10, quelle note donneriez-vous à notre parcours? Et dites-moi, croyez-vous que le véritable amour a le pouvoir de forger un nouveau destin, même à partir des cendres de l'injustice? Si vous voulez entendre d'autres histoires de compagnons destinés qui ont défié le monde pour être ensemble, n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons tant de récits à partager. Merci de m'avoir écouté.